Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est le premier bloc, le Before, votre rendez-vous du vendredi à partir de 18h. D'ailleurs, le premier bloc, vous le savez, c'est un rendez-vous que vous avez désormais 3 fois par semaine pendant les playoffs, le lundi, le mercredi, le vendredi, toujours le même horaire, 18h première diffusion, 20h rediffusion, voire le lendemain s'il n'y a pas eu de match entre-temps. Et ce soir, eh bien, nous sommes un quatuor pour vous tenir compagnie avec notre maître à penser, Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir à Christian Ponty. Bonsoir, Lucas. Dont on a apprécié sa première chronique sur le site planethockey.com hier. Et puis, Michael Ngoy est avec nous aujourd'hui. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Alors, vous l'avez compris, par rapport à la qualité du son, nous ne sommes pas dans notre stam habituel. Aujourd'hui, nous sommes tous par téléphone, question de commodité avec des agendas qui sont de plus en plus chargés. Et c'est normal, c'est la saison des playoffs et il y a des matchs tous les jours et ça devient très très compliqué de trouver des espaces-temps pour réunir plusieurs personnes en même temps. On va quand même se contenter pour ce vendredi de cette communication téléphonique. Alors messieurs, même si on ne se voit pas, ça ne nous empêchera pas de pouvoir disserter sur l'actualité de cette semaine et qu'est-ce qu'elle est fournie. Laurent, en gros, on va parler évidemment des premiers matchs et puis de ce qui nous attend ce soir encore. Exactement, on va parler de ce qui s'est passé avec les 4 quarts sur le match 2 et le match 1 du mercredi et puis après on va revenir un petit peu sur la Swiss League. Et puis, évidemment, on va commencer par le casque d'or et le casque tombe. Voilà. Christian, est-ce que vous avez retenu quelque chose de particulier en dehors du programme que nous annonce Laurent pour aujourd'hui ? Ouais, alors dans les faits marquants, moi je vais vous inculquer, c'est un mot très à la mode à l'époque de Yann Alston à Lausanne. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Titi? Titi, 2 fois T. Je sais pas, Rominet. Ouais. Je sais pas, aucune idée. Non. En fait, c'est Timo Time. Ah. En fait, c'est chaque fois que Timo marque un goal en NHL, le commentateur de la NHL dit c'est Timo Time. Et il a fait son premier Timo Time avec New Jersey puisqu'il a marqué 2 goals. Il a fait une super prestation. Ils ont perdu contre Tampa, mais c'était un gros match pour les Suisses parce que au plus Akira Schmidt a joué. Et, il qualifie déjà de son arrêt de Save of the Year. Il a fait un arrêt incroyable. Ceux qui veulent aller voir, c'est vraiment intéressant. Tout ça pour dire que le hockey suisse en NHL se porte plutôt bien. Timo Meier a fait une grosse prestation. Ils ont perdu au penalty, mais Akira Schmidt est officiellement plus ou moins 2e gardien parce qu'avant il était 3e. Oui. Puis vraiment il est bon. Et puis à côté de ça, c'était ma petite page un petit peu NHL, Yossi, qui a aussi marqué, qui est plutôt bien en ce moment. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que ce qui a retenu mon attention en dehors des playoffs en Suisse, c'est Timo Meier qui s'acclimate plutôt bien à New Jersey. Ça va bien pour les Suisses en NHL, un petit peu moins bien quand même pour Nino Niederreiter. Ça fait 2 matchs maintenant que l'entraîneur Rick Bowness, oui, c'est ça, est fâché. Et d'ailleurs, c'est son premier bloc qu'il a laissé sur le banc lors de l'avant-dernier match. Et puis son premier bloc sur le match de cette nuit est à -2. Donc attention, Niederreiter avec Winnipeg, il va falloir quand même se reprendre, même si celui-ci est sur une belle série, puisque ça faisait un certain nombre de matchs qu'il marquait au moins 1 point. Donc tout n'est quand même pas tout à fait rose pour tous les Suisses, mais je crois que voilà. Mais d'un point de vue comptable, ça va plutôt bien, mais effectivement, leur ligne n'a pas très bien performé. Bon, Michael, on va pas vous demander de parler NHL, pas trop le temps de la regarder pour le moment. Ouais, alors juste peut-être pour ceux qui s'intéressent, on parle pas de Suisse, mais quand même Connor McDavid a signé 131 points, donc un record depuis 1992-93, c'est juste grotesque, quoi. C'est juste hallucinant. Je crois qu'il a tellement plus de points d'avance que le deuxième.
C'est juste, il vit sur une autre planète et je crois qu'il reste une bonne grosse dizaine de matchs. Donc, on ne sait pas où il va s'arrêter. Vraiment, c'est impressionnant, surtout qu'on sait qu'à l'époque, il y avait souvent des gros points, beaucoup de points, mais c'était un hockey vraiment différent. Puis, ce qu'il arrive à faire aujourd'hui, c'est juste hallucinant. Non, alors moi, c'est juste revenir sur les parties d'hier soir. Je crois qu'il y a pas mal de choses intéressantes d'analyser, beaucoup de choses à dire, donc on se réjouit. Oui. Alors Laurent, on va commencer comme d'habitude avec le casque d'or. Je suis intéressé j'attends avec impatience vos casques d'or et vos casques de plomb, parce qu'on s'est réunis il y a 2 jours. Donc en 2 jours, il peut s'en passer beaucoup des choses, mais aussi finalement pas grand-chose. Alors, il y a un risque qu'on ait peut-être les mêmes idées. Alors on va commencer avec vous, Laurent. Moi, ça serait le casque d'or ce jour, ça serait pour Cody Eakin. Donc il a eu une opération délicate à l'œil il y a 2 semaines. Il a marqué 2 goals très importants dans la série promotion-relégation entre Langnau et Ajoie. Il sauve un but sur sa ligne sur un lancer de Jonathan Hazen hier soir dans un moment clé du match. Le Canadien au look exceptionnel, parce qu'il a vraiment un look exceptionnel avec ses 700 matchs NHL et un championnat du monde, est vraiment un élément essentiel pour le maintien des Tigers en National League. Et je trouve que dans le sacrifice et dans la façon de jouer pour un étranger avec ce qui lui est arrivé il y a 2 semaines, il est tout simplement remarquable. Ok, donc voilà pour Cody Eakin. À vous Laurent, à vous Christian, pardon. Ouais, juste pour finir ce que Laurent a dit, en fait la coupe, c'est une coupe Muller incroyable. Et en plus maintenant avec son high-tech complet, il a juste un look démentiel. C'est un martien, c'est un Golgoth. Non, alors moi mon casque d'or, il vient de 2 jours en arrière, c'est pour Hoffman, Grégory. Parce que son comeback a été juste incroyable. Et moi, il m'a vraiment incroyablement fait penser à Texier, c'est-à-dire puissant, totale confiance. Il est en plus d'une efficacité incroyable. Pour un retour, on pourrait difficilement faire mieux en play-off dans un match qui était quand même très engagé avec Rapi. Honnêtement, je pense que s'il est revenu au jeu, ils ont attendu le bon moment. Mais alors, moi, il m'a dégagé une impression de play-off comme il y a 2 ans en arrière. Impressionnant. Donc, on retient votre proposition de casque d'or. Michael Ngoy, casque d'or en ce vendredi. Juste pour revenir à Hoffman, c'est vrai que il revient au bon moment, et déjà que Zug, c'est vrai que on va dire depuis le début de la saison, c'était un petit peu une déception. Ils reviennent là vraiment en force avec une fin de saison incroyable, et en plus si on a Hoffman qui s'ajoute au bon moment, honnêtement, moi, ce Zug-là recommence à faire peur, et je pense qu'ils sont de nouveau parmi les grands favoris au titre. À voir. Alors, concernant mon casque d'or, j'en avais 2, j'en ai cité juste un. C'est vraiment, je pense, je dirais bien, mais plus entraîneur avec la gestion des joueurs. J'ai été regarder hier soir le lifetime, le temps de jeu de tous les joueurs, comme c'est vraiment bien réparti sur les 4 lignes. C'est juste hallucinant. Il fait confiance à tout le monde. Il sait que, je ne vais pas dire que hier, c'était le match le plus difficile à les gagner, mais ils ont fait le break, et vraiment, ils ne paniquent pas. Ils ne tirent jamais sur les mêmes joueurs, contrairement à d'autres équipes. On pourrait revenir plus tard. Donc, vraiment, chapeau en Tormainen, la façon dont il gère le temps de glace de son équipe. Bien. Tormainen et le HC viennent donc à l'honneur pour Michael Ngoy. De mon côté, vous le savez, j'aime bien prendre un petit peu le contre-pied. Je vais le dire de façon ironique. Je vais donner mon casque d'or à Chris Di Domenico. Parce que, alors là, vous serez peut-être moyennement d'accord avec moi. J'avoue que je ne goûte pas pleinement à cette série entre Berne et Bienne. J'ai pas vraiment le sentiment d'être encore à fond dans les playoffs. Peut-être que c'est à cause de Berne, finalement, et à cause de Di Domenico. Mais en même temps, s'il n'était pas là, il se passerait pas grand-chose, justement. Donc, moi, je lui laisse au moins entre guillemets le bénéfice du spectacle, parce qu'avec lui il se passe toujours quelque chose, que ce soit positif ou négatif. Mais je le répète, je le dis évidemment au 2e degré. Voilà. Alors, je vous vois parce que moi j'ai l'image de ces messieurs, ce que vous n'avez pas à la radio. Je les vois un petit peu sourire. Ils se disent qu'est-ce qu'il dit comme connerie. Bah oui, voilà. J'ai dit ma connerie du jour, c'est fait. Mais j'avais envie de le dire. On va passer maintenant au casque de plomb, et on va commencer avec Christian Ponty cette fois-ci. Alors, juste pour finir, avant de commencer avec mon casque de plomb, toi, tu dis c'est à cause de Berne, et moi, je pense que c'est surtout à cause de Bienne. C'est parce que Bienne rentre pas dans le jeu. Ouais, mais Bienne gagne. Bienne gagne, ouais, c'est mais ça. bien sûr,
justement, mais le but en playoff, c'est de gagner. Oui. Du coup, mon casse de plomb, alors, je vais pas le mettre à Dido parce que ça aurait été trop facile. Non, moi, je le mets à Michael Jordan de Rapid, qui a un peu pété les plombs quand même, parce que, bon, déjà, c'était un vrai match de playoff entre Rapid et Zug. C'est très engagé, et puis bon, bah voilà, quoi. Il a réussi à mettre un coup de crosse sur la tête de Nico Gross, qui avait paumé son casque. Alors, c'est un mauvais réflexe. Je pense pas que Michael Jordan est un méchant, mais c'était pas très malin sur ce coup-là. Et puis, ce genre de geste, ça doit juste pas exister, même si t'es en playoff, même si c'est plus engagé. Je pense que ça, c'est du jeu dangereux. Il n'y a pas de place pour ça. Laurent. Il y a une enquête, il y a pas d'enquête ouverte, c'est quand même simplement hallucinant. Ouais, alors ça aussi, j'allais dire, dans la continuité de la Ligue, pas terrible. On continue, Mickaël, un casque de plomb à nous proposer? Oui, alors moi, le casque de plomb reviendra aux étrangers du HCA Joie. C'est sûr que on sait absolument que la survie du HCA Joie dépendra uniquement de la performance de l'étranger. D'ailleurs, on peut déjà le voir sur encore le temps de glace de cette première ligne qui arrive vraiment. Il y a une énorme différence entre eux et les autres. Si on compare aux attaquants, enfin aux étrangers de Langnau, vraiment, ils ont 5 à 6 minutes de plus. Et Ajoie, s'il veut survivre, il aura besoin de Hazen, de De Vos, de Asselin et de Brennan. Sinon, c'est vraiment mission impossible. Et là, il est déjà temps de sonner de tirer la sonnette d'alarme parce que là, ils sont vraiment dos au mur. Ils n'ont plus tellement droit à l'erreur. Alors, on sait qu'avec Ajoie, tant que c'est pas fini, il y a toujours une petite chance. Puis ils sont capables de faire des miracles, mais là, je me fais vraiment du souci. Pour moi, casse de plomb pour les étrangers d'Ajoie. Ouais. On l'a dit et répété, et même si finalement le HC Ajoie fait avec ses moyens, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, on dit que le contingent étranger des Ajoulot est peut-être le moins performant entre guillemets de la Ligue, et ça se prouve à l'occasion de ces 2 premiers matchs de play-out. À vous, Laurent, votre casque de plomb. Eh ben voilà, on y arrive. Chris Di Domenico. Ah bon, donc quand même. Il shoot. Attendez, parce que là c'est vendredi et en fin de semaine, je suis toujours un peu plus fatigué, un peu plus énervé. Alors là, je vais vraiment être énervé. Et vendredi, tout est permis. Voilà. Chris Di Domenico, donc il shoot volontairement sur Victor Love. Il s'en prend à Tanner. Tanner, je pense qu'il doit faire 1m70. C'est un jeune joueur et moi, ça m'a vraiment agacé qu'il s'en prenne à lui et pas à d'autres défenseurs, par exemple, comme sur le premier match. Ça s'appelle l'expérience. À sortie du match, il continue son cirque avec le banc biennois. Et surtout, il va provoquer et parler avec Riley Sheehan. Alors moi, ce que j'espère vraiment, c'est que dans la série, Riley Sheehan, il soit aligné une fois et qu'il lui en mette une bonne. Mais une dégelée, mais comme jamais il a pris. Parce que là, il commence vraiment à casser les pieds. Et moi, le casque de plomb, il est à lui, mais surtout au coach. Parce que 2 minutes auparavant, il fait un chiffre scandaleux où il met des crochets que les arbitres, je sais pas, ils avaient dû oublier leur sifflet dans la poche. Et il le remet sur la glace alors que le match est perdu et que c'est sûr que ça va partir en cacahuète. Et là, je crois que ça fait tout le beurre de Bienne. Ils sont tellement frustrés, Berne, parce qu'ils ont aucune chance aujourd'hui hockeystiquement. Mais là, en faisant ça en plus, ça n'amène à strictement rien. Et moi, je vais même plus loin dans ma réflexion. Je me dis, je suis Christian Dubé aujourd'hui, que je vois les matchs et que je vois la baisse de performance et puis évidemment l'âge qui avance du côté de Di Domenico. Je me dis que l'année prochaine et l'année d'après, à gérer avec un Sorensen, si d'un coup ça se passe pas très bien entre les deux, ils peuvent être extrêmement amis, mais extrêmement ennemis. Ben, ça va être compliqué dans le vestiaire. Je serais quand même inquiet du côté de Fribourg. Et j'ai trouvé hier, pour moi, il y a plein de choses que tu peux faire sur la glace. Mais shooter quand le gars il est dos au jeu, s'il l'a dans les parties, c'est très grave. Ça, pour moi, c'est l'un des trucs. C'est un peu comme cracher, quoi. C'est un peu la même chose. Et là, je crois que là, il mérite une bonne leçon une fois. Et pourtant, on n'est pas pour la violence, mais là, je pense qu'il exagère vraiment. Et je crois que le coach, il doit aussi peut-être, s'il veut que Berne gagne un match et puis qu'il revienne dans la partie, je sais pas s'il faut pas le mettre en tribune parce que là, pour l'instant, il donne beaucoup d'énergie à Bienne.
Voilà, effectivement, casque de plomb largement mérité également pour Chris Di Domenico. De mon côté, vous savez que je soutiens beaucoup le hockey féminin, mais là, il y a quelque chose qui me gonfle. C'est ce qui a été annoncé hier avec Zug. Alors déjà, Zug qui continue, alors que Zug sera en 2e division l'année prochaine. Zug continue d'engager des internationales. Ça en fait 4 maintenant. Donc, inutile de vous demander qui sera favori pour la saison prochaine et qui va monter immédiatement en Women's League. La saison prochaine, ça sera Zug. Mais alors, ce qui me gêne, justement, c'est Lugano qui se retire sous prétexte que, justement, on trouve pas le sponsoring et que ces vilains adversaires qui, eux, se renforcent alors que nous, on a une certaine ligne et qu'on veut pas... Je rappellerai quand même que Lugano, le Lugano actuel a été fondé il y a 5 ans, a été notamment 2 fois champion de Suisse et l'a fait grâce, justement, à l'acquisition d'international, grâce à l'acquisition de quelques-unes des meilleures joueuses du championnat. Puis alors, tout à coup, maintenant, parce que les autres clubs professionnels se dotent d'une équipe quasiment professionnel au niveau féminin, alors Lugano se retire. Je trouve ça franchement déplaisant et c'est pour ça que j'accorde donc mon casque de plomb aux ladies du HC Lugano et surtout aux dirigeants parce que je pense que les joueuses n'y peuvent effectivement rien. Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question, mais enfin voilà, ça m'a énervé. Je vous le dis franchement. Bon, visiblement... Voilà, bon, je suis le seul énervé, mais enfin j'avais envie de le dire. Avant d'ouvrir les... messieurs, on va en parler de plus en plus du hockey féminin, il va falloir vous mettre à jour. Alors, avant d'ouvrir les débats sur les matchs de ce soir et puis ceux d'hier, encore une information qui est tombée ce matin, puisque vous le savez peut-être, mais là c'est beaucoup moins spectaculaire. Il y avait conférence de presse de Fribourg-Gotteron et on nous a annoncé beaucoup, enfin ils sont très satisfaits en gros, même si effectivement au niveau sportif ils auraient espéré mieux avec l'équipe masculine, mais alors évidemment on a mis très en avant le fait que ce soit les filles qui aient remporté le titre en SWHLB et arrivent à obtenir leur promotion dans la ligue, mais surtout il y a eu la distribution des trophées 2022-23, les trophées individuels, et je vous donne la liste je voudrais juste avoir votre avis. Le trophée Jolissier qui est donc pour le meilleur attaquant a été attribué à David Desharnais. Je crois que ça se discute pas. On est bien d'accord. Le trophée Paul-André Cadieux, auquel d'ailleurs on fait un petit coucou et on lui souhaite un bon rétablissement, pour le meilleur défenseur, Ryan Gunderson. Je crois que c'est le plus régulier. On est d'accord. Pas de surprise. Pas de surprise. Le trophée Gaston Pelletier pour le joueur méritant. Il a été choisi par les coachs. Alors le joueur méritant, c'est Connor Hughes. Voilà le choix de Christian Dubé et de Pavel Rosa. Je voulais avoir votre réaction. Je vais commencer. Ma réaction, c'est que ils avaient personne d'autre à mettre. Je pense qu'il a été méritant par rapport au fait que Berra a été blessé puis il a été au pied levé. Ça leur a permis de pas engager un étranger. Puis il a fait le job à un certain moment, pas sur la fin, mais il a fait le job à un certain moment. Il a été au-dessus de son niveau. Donc c'est clair que c'est le joueur méritant. Mais aussi, il bénéficie du fait que il n'y a pas d'autres joueurs méritants sur l'ensemble de la saison dans la régularité et dans les performances. Donc le choix il est complètement logique. Et puis il y a un dernier trophée qui a été... Michael, vous vouliez dire quelque chose ? Ouais, non, alors je veux dire, c'est vrai ce qu'il dit Laurent. Peut-être ils l'ont donné par élimination. Moi, c'est vrai, je devrais peut-être plus donner pour Desharnais, mais bon, il a déjà été nominé 2 fois. Avec la saison qu'il a eue, vraiment finir sa carrière comme ça au top. Je pense que c'est un des seuls joueurs qui n'a rien à se reprocher, mais je pense qu'il a déjà 2 trophées ou 1. Donc, mais c'est vrai, je pense que c'est plus par élimination parce que, mis à part Desharnais, je pense que tu peux nommer personne. Et puis, alors justement, peut-être que Desharnais, à force d'être nominé à peu près dans toutes les catégories. Oui, Christian. Ouais, non, c'est juste pour dire que finalement, si on réfléchit bien, Connor Hughes, c'est la seule vraie surprise de la saison à Fribourg parce que normalement, Connor Hughes, dans une saison normale, il fait 10-12 matchs et là, il en a fait 40 ou 30, je sais pas. Et là, tout d'un coup, il a tenu son rang pendant 2 mois. Donc, par rapport à ça, effectivement, comme dit Mika, c'est par élimination. Parce qu'autrement, il n'y a personne qui est sorti du lot cette année du côté de Fribourg. Ça, c'est vrai. Et pourtant, il y a un 4e et dernier prix qui a été remis, lauréat du trophée Bikov Komutov, qui est le trophée du MVP, du Most Valuable Player. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté cette information, mais je voudrais... Alors Michael, vous allez vous taire, je vous vois faire oui de la tête. Par contre, je serais curieux de connaître le MVP de Laurent Perroton, et je vous demanderai aussi le vôtre, Michael.
Mais j'aimerais connaître, selon vous, quel est le MVP de Fribourg et de Laurent et de Christian, tout en sachant que ce n'est pas des Harnais, parce que c'est vrai qu'à part celui de meilleur défenseur, il aurait pu être nommé partout. Voilà. Moi, j'aurais mis Desharnais, c'est pas lui, mais Gunderson. Ouais. Gunderson, c'est les deux joueurs qui ont été les plus réguliers et puis qui ont été à leur niveau, le niveau attendu. Ouais. Christian? Ouais, non, mais clairement, parce que c'est juste dans le sens régulier, parce qu'il y a des joueurs qui ont performé, mais tellement par intermittence que c'est vrai que Gunderson, ça a été le métronome à son poste, il a livré la marchandise, on peut dire ça. Ouais. Alors, Michael, vous aviez déjà cette information, je vous ai vu faire oui de la tête. Je crois que ça se discute pas trop, grâce à la constance de Gunderson, finalement. Il mérite ce prix. Et puis, c'est vite vu, hein. Je pense qu'entre lui et Darnay, on le répète encore une fois, tout le monde a été en dessous. À part Connor, donc vraiment c'est vrai qu'il a livré la marchandise, encore une fois il a été très productif offensivement, il a fait ce qu'on attendait de lui, donc totalement mérité. Voilà. En même temps c'est incroyable parce qu'on dit qu'il a quand même 39 ans, hein. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, on a juste fait notre petite parenthèse fribourgeoise, on va partir maintenant sur, on commence quoi, par les playoffs? On y va avec les matchs, les matchs d'hier? Les matchs d'avant-hier. Ou d'avant-hier, ouais. Ok, allons-y. On va chronologiquement. Donc on commence avec Zurich-Davos. Allons-y. Donc, c'est le match ce soir sur les Mans Bleus. Dans quelques minutes, là, on aura Davos-Zurich. Donc moi, je l'ai regardé. Moi, je dis toujours, on demandera l'avis à Mika qui a longuement joué en Ligue nationale, mais moi, je dis toujours, ce qui est important, c'est en play-off, finalement, c'est ton efficacité par rapport au ratio au nombre de shoots. Donc marquer des goals, ton power play et ton gardien. Déjà avec ça, et puis tes engagements. Et les face-off, parce que les face-off dans le management du puck, si tu as beaucoup plus le puck, tu as moins de chances d'avoir d'être pénalisé, etc. Zurich, sur le match à la maison, en box play, 100%. En power play, 33,33, c'est énorme. Au face-off, c'est là où ils ont pêché. Ils étaient à 43%. Par contre, à l'efficacité scoring, c'est quand même pratiquement 16%. C'est énorme en play-off. Roubec, 96,15% d'arrêt. Schliemann, 84,62%. Et puis, évidemment, deux goals en power play sur un premier match. C'est comme ça que Langnau s'en sort aussi. Et puis, c'est comme ça que Zurich a gagné, a construit sur ses goals en power play. Et je finirai par une dernière chose, laisser la parole à mes camarades. Il y a un joueur que je trouve de plus en plus extraordinaire et qui a un volume de jeu et qui amène beaucoup de choses, c'est Yo Lamico. Franchement, moi, il m'a bluffé. Il est dans tous les bons coups. Il drive le net. Il est étranger. Il a joué en NHL. Il va au screen. Il va devant la cage. Il va là où ça fait mal. Il récupère des pucks au pressing. Il est toujours le troisième homme. Il fait des block shots. C'est un joueur vraiment très très complet. Et évidemment, après on voit les artistes autour de lui en powerplay comme Texier, etc. Mais des joueurs comme ça, ils sont vraiment très importants. Et là, on le voit encore plus pendant ces playoffs. Et quand ce match de Davos où l'intensité de patinage et l'intensité au niveau des mises en échec était très très élevée. Et j'ai vu vraiment un très bon match de hockey. Voilà, donc c'était Zurich-Davos 4-1. On va quand même rappeler le score. On va y aller, je crois, série par série. Ça sera plus simple également. Alors, on va vous écouter, Christian, peut-être sur votre analyse sur le premier match, si vous l'avez vu un peu. Et puis, on va quand même déborder directement sur le deuxième match qui aura lieu donc ce soir, mais cette fois-ci dans la catégorie grisonne. Alors, allez-y, Christian. En fait, ce qui est intéressant dans ce que Laurent vient de dire, c'est qu'il a fait la description exacte de ce que c'est qu'une équipe de play-off. Ça veut dire le timing, ça veut dire que tes bons joueurs sont en forme au bon moment. Le retour des blessés, Andrighetto, Holstein, un gardien fort, très fort. Et alors typiquement, dans toutes les séries, les gardiens, le taux d'efficacité, quand tu es en dessous de 90%, tu perds. C'est clair, c'est net, et ça marche. Ton power play marche, tu as une chance de gagner. Et puis après, vraiment avoir tes joueurs en forme au bon moment. Le timing, et ça, je pense que c'est pas le fruit du hasard depuis 5, 6, 7 matchs. On sent qu'ils montent en puissance. Tous tes bons joueurs sont alignés. Et il y a deux équipes dans cette situation actuellement. C'est Zug et Zurich, les deux Z. Ouais. À vous, Michael. Et ils ont la profondeur. Ouais, Michael. Non, alors Zurich, c'est un monstre. Hein. On a vu un peu la saison en dents de scie. On les attendait. Zurich, ils se trompent rarement quand ils font
leur choix sur les étrangers. On voit ils ont les joueurs clés qui sont là au bon moment. Comme vous l'avez dit avant, un bon gardien, des situations spéciales qui marchent, et c'est carton. Hein. Et puis Zurich, ils ont cet esprit de la gagne. Contrairement à d'autres équipes où on voit que Rapperswil ont vraiment survolé plus ou moins toute la saison. Bien, on se posait aussi la question s'ils ont ce culture de la gagne, on le verra plus tard dans les playoffs. Mais Zurich, quoi qu'il en soit, qui finissent 6e, qui finissent à l'époque 7e, puis qu'ils arrivent à faire les playoffs, on sait que c'est une équipe qui a la culture de la gagne et qui est capable, vraiment, on ne sait pas s'ils vont passer la série, mais ils savent gérer ces moments-là. Et à mon avis, alors ils vont pas gagner la série 4-0, je ne pense pas, mais je pense que c'est largement un favori pour la finale. Il y a un nom qu'on prononce depuis de plus en plus depuis pas mal de temps, c'est celui d'Alexandre Texier. Entre parenthèses, on se demande s'il va repartir du côté de Columbus, où l'équipe n'est quand même pas très performante, hein, on va le dire franchement, ou bien s'il ne resterait pas en Suisse. Or aujourd'hui, dans le Tagesanzeiger, eh bien, il a fait part de son intention éventuelle de bien réfléchir avant de partir en NHL. C'est bon signe quand même pour Zurich. Allez, Laurent. Alors, hier, il y a eu quand même une interview du general manager en NHL de sa franchise qui a dit qu'il allait l'accueillir à bras ouverts, qu'il allait revenir. Donc, on verra ça. Après, il a eu des propos dans l'équipe, dans le magazine français, où il dit qu'il veut clairement retourner en NHL. Donc, moi, je le vois faire des gros playoffs avec s'il y a une récompense au bout avec un titre, à mon avis, il va repartir. Mais depuis quelques temps, il est simplement dans le top 3 des meilleurs joueurs du championnat. Je dirais, on va voir le retour d'Hoffman, mais Hoffman à voir sur la longueur. Mais Hoffman, Chervenka et lui, à l'heure actuelle, sont vraiment très, très dominants. Mais comme je le dis auparavant, il a des joueurs autour de lui qui lui permettent de performer. Et quand vous regardez, Mika parlait de ça, mais quand vous regardez le top 6 de la défense de Zurich, c'est simplement monstrueux en termes d'expérience, de qualité et de profils différents. Donc, ils ont vraiment une équipe bâtie pour le titre. Et on se rappelle qu'il y a eu des mauvais résultats. Hein. J'ai pu parler avec quelques joueurs. Il y a eu des mauvais résultats lors de l'arrivée de Mark Crawford au départ. Mais ce qu'on m'a quand même confirmé, c'est que physiquement, on a énormément travaillé et on a essayé d'être prêt pour le début des quarts. Et on voit que physiquement, dans le patinage, dans l'intensité, Davos, c'est une équipe qui est extrêmement patinante, qui est extrêmement physique. Et ils ont perdu quand même pas mal de duels. Et c'est moi, je me suis dit, ça va s'équilibrer parce que Davos va quand même dominer en patinage, en vitesse, en transition. Mais là, justement, ils ont été même dominés là-dessus, donc ça sera compliqué pour Davos. Ouais. Christian Ponty, je vous ai vu réagir quand j'ai prononcé le nom de Texier, mais qui a dit ici, j'ai retrouvé le plaisir de jouer. Alors, c'est exactement ce que je voulais dire. En fait, moi, je pense que ce qui a changé pour Texier, c'est que on voyait qu'en début de saison, il n'était pas heureux d'être là, mais je pense qu'il aurait été malheureux partout parce qu'en fait, lui, ce qu'il a envie d'être, à mon avis, c'est un joueur de NHL et c'est un joueur de NHL. En plus, il est à son prime, donc quelque part, je te dis souvent, il a rien à faire à Zurich, mais tant mieux pour Zurich. Et puis, pour moi, Texier, je pense qu'il a envie parce que je pense qu'il a pris goût à la vie à Zurich, visiblement. Et je pense que s'il doit partir, il va tout faire pour avoir un titre parce qu'il est très motivé. Et l'autre chose, pour moi, le seul point faible de Zurich, c'est si Roubaix devait se blesser. Parce qu'autrement, pour l'instant, je les vois très, très forts. Juste pour rajouter quelque chose sur Texier, je le connais, il est du même pays que moi, donc on a quand même pas mal de discussions autour de ce joueur-là. Mais ce qui a changé aussi, on parle beaucoup du fait qu'il soit à Zurich, qu'il s'habitue à Zurich, mais ce qui a changé, c'est le changement de coach. Et en fait, il y a des joueurs comme ça qui ont besoin d'avoir des coachs très directifs et assez durs. Et lui, il a été habitué comme ça en NHL. Et il y avait beaucoup de liberté, il avait du mal à rentrer dans le système Grönborg. Et là, l'arrivée de Mark Crawford a complètement changé sa façon de jouer et surtout sa façon d'être dirigé. Et c'est pour ça qu'il performe aussi. Et c'est les échos qui sont revenus de son côté. Michael ? Non, alors Texier, je pense que, comme vous avez dit avant, il n'était pas super emballé à son arrivée. Mais c'est vrai, quand tu sais qu'il y a énormément d'étrangers qui veulent venir en Suisse parce qu'il y a une qualité de vie et ensuite on a vu qu'il est monté en puissance. Donc il est encore jeune, hein, et c'est vrai, quand on a une qualité de vie comme ça et puis qu'on performe,
pourquoi pas se lancer encore une année de plus pour sa marche de progression, mais là c'est sûr que je pense qu'il gagne le titre et il retourne en NHL. Ouais. Pour conclure sur cette série entre Davos et Zurich, donc match à Davos ce soir, donc les qualités de patinage et la vitesse de Davos ne devraient pas suffire pour surprendre Zurich selon vous? Moi, il y a un expert qui s'appelle Duquin qui m'a dit que. Moi, j'y croyais. Qui m'a dit que Davos allait gagner 4-0. Donc, ouais, le match. Vous parlez du match. Je croyais que vous parliez de la. Ça fera 4-1. On va préciser. Non, mais c'est loin d'être fini. Hein. Mika, il a souvent été joué à Davos. C'est très, très compliqué. Et puis, je trouve que Davos, malgré tout cela, malgré le match où ça a été compliqué, il y a une joie de vivre, il y a un vivre ensemble, il y a des bons étrangers, des bons joueurs suisses. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi certains joueurs suisses qui ont amené leur énergie. Vizère, par exemple, a été le Vizère que l'on connaît en play-off. Et voilà, donc ça a quand même joué dur. Et du coup, je pense que Davos peut peut-être aller en chercher quelques-uns chez lui, mais il faudra faire un match énorme. Et il faudra qu'Ashliman il monte absolument ses performances. Et qu'on ne prenne pas de pénalité, qu'on soit beaucoup plus discipliné parce que le powerplay de Zurich en ce moment, il est vraiment horrible. Oui, Christian. Ouais, moi je pense surtout que la différence entre Zurich et Davos, c'est la profondeur sur le 3 et 4e bloc. Ils ont 2 très bons blocs, Davos, mais sur 3 et 4, par contre, Zurich est plus fort. Et puis, je pense quand même qu'au niveau des gardiens, c'est aussi plus fort à Zurich. Ouais. Moi, ce que je remarque surtout, c'est que ce sont les clubs finalement qui font le moins parler d'eux en saison régulière, qui semblent les plus à l'aise aujourd'hui. Regardez, esprit de famille du côté de Davos, apparemment, esprit de famille du côté de Rapperswil, esprit de famille du côté de Bienne, et ce sont des clubs justement qui sont bien actuellement, alors que les clubs qui ont soulevé quelques mini-polémiques, où il y a eu quelques petites histoires dans la saison, ce sont justement les clubs qui aujourd'hui sont peut-être un peu plus dans la difficulté. Donc finalement, dans le hockey moderne, c'est peut-être aussi, Michael, peut-être l'état d'esprit qui prévaut surtout? Ouais, alors la théorie semble juste, mais sur les faits, c'est faux parce que statistiquement, c'est que ces grosses équipes où ils ont de l'argent et puis qui arrivent à avoir les meilleurs joueurs. On regarde, Zug, Zurich, Berne, Davos, ces 15 dernières années, finalement, c'est vrai qu'on voit qu'un Bienne revient sur le top. Genève aussi, on sait qu'il y a un bon groupe, Davos aussi, mais finalement... quand on avait fait la finale nous à Fribourg, je peux te dire, vous pouvez demander à Dubé quand il était joueur, vous pouvez demander à Gamache, à n'importe quel joueur, je pense qu'il n'y a pas une saison où ils ont le plus de fun, où il y a vraiment cet esprit de famille. Finalement, c'est Berne qui a gagné, et puis l'esprit de famille. Alors c'est une triste réalité, j'aimerais te dire que voilà, c'est là où il y a le plus d'ambiance, on se tient les coudes et tout, c'est grâce à ça qu'on va gagner, mais les faits montrent que c'est pas le cas. C'est ce qui nous fait croire en Rapperswil, par exemple, c'est justement cette ambiance qui a été mise en place par Edlund. S'il y a un club familial par excellence, c'est Ambry, regarde, ça suffit pas. Ouais, mais eux, ça a été le bordel toute la saison. Ouais, et puis en parlant de Rapperswil, de ce que j'ai pu voir en tout cas du premier match, maintenant il faudra les gagner à Zug. Moi, jamais, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais de ce que j'ai vu avec Hoffman qui est en force, à mon avis, Rapperswil vont avoir beaucoup de peine à passer Zug. Alors c'est clair que le deuxième match. Alors peut-être les leçons du premier match à Rapperswil, Laurent. En fait, déjà, je reviens un petit peu à la même histoire, mais si on compare les deux Z, Zug et Zurich, Zug va jouer à Rapperswil. Donc, pour moi, les deux plus mauvais tirages, c'est Davos et Rapperswil, parce que c'est clair que tu joues 2 grosses équipes qui n'ont pas fait un championnat régulier, mais qui sont revenus sur la fin. Et donc, du coup, pour parler de Zug, Martini de Gaulle, Hoffman de Gaulle, Leonardo Giannoni. Alors là, je vais en parler parce que moi, vous savez que je suis un amoureux de ce gardien. Tout le monde l'a critiqué, pas de bonne saison, etc. Premier match des playoffs, 95,35% d'arrêt. Voilà. Ensuite, au face-off, 62%. En powerplay, 66%. Et au niveau de l'efficacité scoring, ils sont pratiquement à 27%. Donc, les chiffres, ils sont implacables. Mais je vais provoquer un peu. Je vais vous provoquer un peu avec Giannoni, je suis d'accord, la statistique, elle est bonne, mais c'est un petit peu l'effet Connor-Hughes aussi, c'est-à-dire qu'il y a le retour de Hanson déjà, ça aide beaucoup défensivement, et puis on sait qu'il faut resserrer un peu plus les rangs autour de Giannoni, qui n'a pas été super durant quasiment toute la saison régulière.
Alors, moi, je vais vous répondre à cela. Je pense que, en fait, ils se sont préparés et que maintenant, il a l'équipe type pour ses playoffs et que tout le monde joue le système pour gagner des matchs. Donc, efficacité, faire le dos rond quand il y a des situations difficiles, comme il l'a dit dans son interview. Et puis, ils arrivent à être concluants sur les power play ils ont 2 goals en power play et ils arrivent à gérer les meilleures lignes en face. Donc, avec ça et puis les qualités des joueurs, je vous rappelle que le camper avec O'Neill, c'est vraiment efficace. Marchini qui a trouvé son binôme avec Kovar. On a remis Hoffman sur le 3e bloc. Ça va très très bien aussi. Donc toutes les statistiques sont ouvertes. Et en fait, quand on regarde le match, Rapperswil, ils font pas un mauvais match. Hein. Ils font leur match. Ils sont toujours dans la jouerie comme d'habitude, etc. Mais simplement, c'est plus fort. Et puis pour finir, 95,35% d'arrêt et Melvin Nifeller, il est à 77% d'arrêt. Donc là, c'est une profonde différence entre les deux clubs et ça a amené ce résultat-là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui reçoit un coup de téléphone. Ouais, ben justement, c'est chez moi. C'est chez moi et j'arrive pas à l'arrêter. Alors on va attendre que ça se calme. Ok. Voilà. Alors, vous pouvez dire qu'il arrête d'appeler. Vous pouvez dire à votre femme de ménage qu'elle arrête d'appeler pendant l'émission. Wayne, later please. Bon, donc vous voyez difficilement Rapperswil s'en aller gagner à Zug aujourd'hui, quoi. Ça va être très compliqué. Ouais, on va laisser Christian là qui nous a quitté un moment. Il y a eu des bruits bizarres, c'était Christian. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais enfin bref, le voici de retour. Non, mais comme dirait Laurent, j'avais des tomates farcies au four. Ah, voilà. Non, en fait, non, c'est juste pour dire ce que je trouve vachement incroyable quand on y réfléchit bien. Laurent, il expliquait que Hoffman joue sur le 3e bloc à Zug. Et en termes de profondeur, imaginez, 3e bloc à Zug. C'est juste phénoménal. C'est peut-être un des 2 ou 3 meilleurs joueurs du championnat. Il est sur le 3e bloc à Zug. Ça en dit long sur la profondeur. Et ça en dit long aussi, c'est quand tu as un bon manager avec de l'argent qui sait l'utiliser intelligemment, t'as Zug et Zurich. Mmh. Ouais. Et quand tu as un manager qui utilise mal l'argent, il y a d'autres clubs. Ouais. Bon, quelque chose à préciser encore sur les 2 matchs de ce soir. Donc, celui que l'on va voir sur les Mans Bleus, c'est Davos Zurich. avec Chris Rivera en votre compagnie. Chris Rivera en compagnie de Chris Rivera et Vincent Ulrich. Et puis, on se réjouit parce que au niveau de l'intensité, pour l'instant, entre les 2 équipes, c'est le match que j'ai vu le plus intense. Mmh. Donc, on est très content d'avoir ce match-là ce soir. Et pour revenir à ce que disait Christian, juste pour Zug rapidement, on parlait des blocs. Juste pour info, le 4e bloc, c'est Sven Lehenberger, Reto Suri et Justine Abdelkader. Donc ça, c'est le 4e bloc de Zug. Donc voilà, je pense que juste en parlant du 4e bloc, on a résumé la qualité de cette équipe. La profondeur. Et la profondeur, ouais. Bien, match. C'est incroyable. Ouais, match que l'on va suivre en tout cas avec beaucoup d'intérêt sur les Monts Bleus à partir de 19h45. On passe au match d'hier. On a vu quand même, on va commencer par les playoffs, après on parlera encore de la série play-out. Voilà, Genève Servette a trouvé son maître avec Lugano. Un match à Lugano perdu 2-0. Rien n'a été facile visiblement. Qui commence ? Bon, allez. Alors, écoute, Vas-y, j'ai un petit peu switché sur les 2 matchs avec Bienne, mais que ce fut compliqué. Hein. Début de match vraiment compliqué, des pertes de puck, des turnovers. Vraiment, on se dit que cette série, elle ne va vraiment pas être facile. On a vu un Lugano entrer vraiment fort, comme ils l'ont fait le dernier match à Lugano contre Fribourg. Alors, c'était pas non plus un gros Lugano parce qu'on sent quand même qu'il y a beaucoup moins de talent qu'à Genève. Mais Genève, il faudra montrer beaucoup plus que ça s'ils espèrent passer la série. Alors, on sait que, on n'a pas vu un gros Genève, mais c'était largement insuffisant. Ne mettons pas l'excuse que Tom Ernest n'était pas là, parce que sur le papier, le même centre meneur, je crois qu'il est nettement plus supérieur à Lugano.
Et là, vraiment, je crois que ce sera vraiment, comme on dit, un wake-up call, vraiment pour leur dire que c'est pas une série à prendre à la légère. Ils l'ont montré. En play-off, tu te présentes pas, tu gagnes pas. C'est vite vu. Quelle que soit l'équipe, tu as survolé toute la saison. Ils ne se sont pas présentés. Il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu vraiment des choses pas très belles à voir, surtout dans le premier tiers où vraiment des pertes de puck à tout va. Donc là, il faudra vraiment... C'était une leçon pour eux, hein. Je pense que ça peut leur rendre service, mais il va falloir vraiment élever le niveau de jeu. Alors Mickaël nous dit que Genève a eu beaucoup de peine à rentrer dans le match, c'est vrai, et pourtant les 2 buts sont tombés après la mi-match, hein. Le but de Anderson à la 32e et le but de Carr à la 53e, donc en fin de match. Ça veut dire que c'est pas seulement les 30 premières minutes qui n'ont pas été très convaincantes, ou d'ailleurs il ne s'est pas passé grand-chose, hein. Une seule petite pénalité, c'est surtout à partir de la mi-match, hein, Laurent, que ça s'est décanté, on va dire ça comme ça. Ouais, ça s'est décanté à la mi-match, mais le match 1 aussi, c'était compliqué, l'entame de match de Genève. On a parlé de l'absence de Tom Ernest, l'absence de Noah Rod aussi, qui dans les matchs, surtout à l'extérieur, peut amener cette intensité et montrer la voie à son équipe. Après, une fois de plus, je reviens là-dessus, je suis désolé, mais sur le premier goal, il y a une énorme erreur d'arbitrage. C'est-à-dire que Turkov met un slashing immense sur Vatanen qui perd sa canne et ça finit par un goal. Et là, le jeu doit s'arrêter. Il y a vraiment 2 minutes. Après, on a parlé de l'absence de Tom Ernest, mais on a mis Vatanen et Maurer qui ont été en grande difficulté tout le match. J'ai trouvé en vitesse, Vatanen manque de rythme et puis Maurer a une saison compliquée, mais ils finissent à -2 les deux. Et puis après, la profonde différence avec le match 1, et puis je l'avais beaucoup critiqué, c'est Koskinen qui a été très bon hier soir. Qui a été très solide, hein. C'est 25 shoots pour Lugano, 33 pour Genève. Desclous a fait son match, il est à 92% d'arrêt. Mais évidemment que on a revu par moments le Genève quand il ronronne, le Genève que c'est un petit peu facile, le Genève un petit peu indiscipliné tactiquement et puis individuellement aussi. Donc le score est complètement logique. Et puis encore une fois, je reviens là-dessus, mais Luka Janenadzi, 29 ans, arrive à se qualifier pour les pré-playoffs, sort Fribourg, et là, à 1 dans la série contre le champion de la saison régulière, chapeau bas à lui, il fait un excellent job, et il a réussi à rééquilibrer. N'oubliez pas qu'il manque quand même à Lugano Arcobello et Koné, hein. Donc ces 2 joueurs, c'est comme si vous aviez Omar et Artikainen qui étaient absents à Genève. C'est immense pour une équipe comme Lugano. Donc vraiment chapeau de voir cette équipe avoir ce résultat-là. Maintenant, il va falloir du côté de Genève gagner absolument le match 3 parce qu'autrement la pression va être immense. Et on avait dit que pour Genève, ce qui serait le plus dur, ce sera le quart de finale parce qu'il y a une pression et beaucoup d'attentes de la part des fans. Donc il va falloir absolument se gagner ce match 3 à la maison samedi. Qui continue, Laurent? Christian, pardon, ouais. Décidément. Non. Ouais, non, effectivement. Alors moi, je suis d'accord avec ce que Laurent dit, mais ce qu'il faut peut-être pas oublier, c'est que le premier match, Genève, ils l'ont gagné en ronronnant, parce que c'était pas un match de play-off. Donc, par contre, là, à Lugano, il y avait l'intensité des play-offs. Dans les bandes, ça brassait. Koskinen a livré la marchandise. Donc, c'est vrai que ça change les choses. Moi, ce qui m'a un petit peu... j'avais déjà dit au match aller, le joueur qui avait mis le plus de checks pendant le match, c'était Artikainen. Et il y a cette fameuse charge hier soir qui était vraiment d'une violence incroyable, mais parce que c'est Obélix, il a une force terrible ce gars. Et moi ce qui m'a intéressé aussi dans cette action, c'est de se rendre compte que finalement c'était sur Marco Zanetti. Ouais, exact, voilà. Donc il a eu beaucoup de chance. Entre nous, ça aurait pu être grave parce que s'il tombe vraiment mal, il peut se casser les dents. Enfin bref. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que c'est aussi là qu'on comprend mieux pourquoi un Artikainen, il a gagné autant de titres. Vous avez vu comme il s'est fait agresser derrière. Je pense qu'il se prend 10 slashing. Et au final, c'est Turkov qui se fait pénaliser. Bon, parce que les arbitres n'ont pas été monstres bien sur la charge de Artikainen. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'un des rares joueurs qui a joué dans les bandes hier, c'était Artikainen, étonnamment. Et je trouve que le terme ronronné pour Genève, c'est ça. Ils débordent tellement de talent qu'il faut qu'ils fassent quand même attention de quand même monter en intensité. Parce que, voilà, hier, j'ai trouvé que Lugano était intense, mais pas assez, en tout cas à Genève. Et puis c'est vrai que simplement dire que parce que Tom Ernest et Rod n'étaient pas là, c'est insuffisant. Donc je pense qu'ils doivent, pour moi, rentrer en mode playoff, parce que j'ai l'impression qu'ils ont tendance à tout le temps ronronner. Et s'ils rentrent pas en mode playoff, attention. Ouais. Parce que
ils ont rien à perdre, Lugano, et ils n'ont pas de pression, contrairement à Genève. On ne va pas dire, Michael, que c'était trop facile pour Genève cette saison régulière, mais finalement, sans trop se faire mal, Genève est arrivé à son objectif, gagner la saison régulière. Est-ce que c'est difficile de changer maintenant un peu la disquette, si j'ose dire, pour parler avec le matériel de l'ancien temps, et puis de se mettre dans une autre configuration? Alors, on va pas dire le problème, c'est que le hockey, pendant les playoffs, c'est un jeu physique, quelle que soit l'équipe. Tu vas aller au bout, tu dois jouer physique. C'est pour ça qu'il faut des Rod, il faut ces joueurs-là il faut des Chervet, il faut ces Moser, t'es obligé d'avoir des joueurs comme ça. Tu peux gagner un championnat sans avoir des joueurs comme ça. On l'a vu, Bienne, hein, c'est pas une équipe physique. Genève, c'est pas forcément une Fribourg, l'année passée. Fribourg aussi, mais si tu veux aller loin, et c'est là où est le point d'interrogation, c'est est-ce que le talent suffira à gagner un titre? L'histoire montre que non. Même si ces équipes talentueuses, on voit à Zurich des Baltisberger, des gars qui vont vraiment finir les charges, à Davos, il y en a eu aussi, c'est les frères Wieser, on s'en souvient. Donc, alors, on va pas commencer à tout remettre en question parce que Genève a perdu un match, mais ça montre que tu te présentes pas physiquement. Je pense que le talent, ça va pas suffire. Pourquoi? Parce que on a vu le jeu en playoff, il est beaucoup plus serré défensivement. On a un énorme Koskinen en tout cas hier, et je pense que il est revenu à son meilleur niveau. Donc là, déjà là, ça va être difficile. Moi, je voulais juste souligner une chose, l'attitude, la bonne attitude. Ça aurait été mon casque d'or s'ils avaient gagné le match, mais Artikainen qui s'est fait beaucoup provoquer pendant le match et qui part, qui ne réagit absolument pas. Et ça, c'est vraiment gentleman. Incroyable. Tu sais que l'équipe, Gianninazzi qui va dire, celui-là, il faut le titiller un peu, on va un petit peu le provoquer, on va le faire péter les plombs. Ils ont essayé de le faire, il n'a même pas bronché. Il a mis une grosse boîte, parce que c'est ce qu'on appelle une grosse boîte sur... on vient de le dire. Zanetti. Et puis c'est juste parce qu'il était trop léger qu'il a giclé. Ça aurait pu être dangereux parce qu'il était à 2 mètres de la bande. Ensuite de ça, les 30 secondes qui ont suivi, il s'est fait charger. Et ils ont essayé de le provoquer. Il ne les a même pas regardés finalement. Qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui prennent pénalité. Donc vraiment, avec ce genre de joueurs-là, je pense que c'est vraiment... Ouais. Mais quand même, il faudra, je ne sais pas quand c'est que le retour de Rod est prévu ou ce qui a été annoncé, mais il faudra surtout élever le jeu au niveau physique parce que de toute façon, on sait, hein, les situations spéciales suffisent à normalement un match pendant les playoffs. Donc vraiment aller jouer physiquement, profiter des situations spéciales parce que c'est vraiment une grosse arme pour eux. Mais vraiment, il faudra augmenter la présence physique. Laurent? Et je finis avec les déclarations de Tanner Richards. Moi, je suis coach, je l'ai même branché, hein, parce que tu peux pas dire ça après une défaite de Lugano en disant que les supporters c'est des animaux. Mais c'est dans toutes les patinoires, c'est des animaux. C'est les playoffs et puis toi tu dois être professionnel. Et là, tu donnes de la force à l'adversaire et tu trouves des excuses. Et souvent, Tanner Richards, des fois, il peut être agaçant à tout le temps parler avec les arbitres ou à jouer en courant alternatif. Et là, avec ces déclarations-là, ils montrent pas que c'est une équipe qui est faite pour être championne. Il doit pas, si ils ont annoncé une volonté d'être champion, tu perds 2-0, tu fermes ta bouche, tu remontes dans le bus, tu te stretches, tu fais de la récupération et tu te prépares pour le match 3 et tu te tais parce que là ça donne des informations. Après, ça a été repris par les médias. J'ai même vu sur Twitter des médias italiens qui ont commencé à attaquer les médias romans parce que les médias romans ont repris ça en disant qu'on était en gros un peu des poussis. Mais c'est exactement ça. On pleure tout le temps. Non, t'as perdu 2-0, t'as pas gagné le match, t'as pas été bon, tu l'as pas mérité. Maintenant, on passe à autre chose. Il y a un dans la série, il faut gagner le match 3, mais tais-toi, s'il te plaît. Ouais. Allez-y, Christian. Encore une précision? Ouais, mais en fait, pour compléter ce que Laurent dit, il a absolument raison. On sait tous que les playoffs, c'est la guerre. Et la seule chose que Tanner peut faire, c'est aller dans les bons, mettre des charges, s'investir un peu plus. Et puis après, juste pour un petit peu encore terminer ce que Mika a dit, moi, une des inconnues de Genève Servette par rapport au talent de ces joueurs et de ces étrangers, c'est leur âge. Parce que comment un Phil Poula ou un Winnick va réagir avec un match tous les 2 jours de très haute intensité? Ça, c'est le point d'interrogation. Alors justement, vous me tendez la perche là. J'avais une dernière question concernant cette série que je veux poser à Laurent Perroton. J'ai regardé un petit peu les temps de jeu des joueurs de Genève Servette. Ils sont tous entre 15 et 18 minutes, sauf 4 joueurs qui sont largement au-dessus des 20 minutes. Ça va même jusqu'à 24 minutes. Et étonnamment, ce sont 4 attaquants, les étrangers. C'est une statistique étonnante, non?
C'est pas étonnant, c'est des statistiques. Enfin, est-ce que c'est une statistique normale? Est-ce que c'est une statistique normale? Non, alors déjà, pour répondre, dans la normalité, c'est souvent les défenseurs étrangers, les gros défenseurs. On parlera de Tiji Brennan, par exemple, à Ajoie. On a Klock, là, qui a eu beaucoup de temps de jeu. Mais par exemple, Lugano, où il manque des gros joueurs comme Arcobello et Connelly, on a Marco Muller et puis Granlund qui ont beaucoup de temps de jeu aussi. Donc, du coup, c'est selon ta composition, mais c'est vrai que habituellement, c'est Vatanen, Tom Ernest qui ont vraiment beaucoup de temps de jeu. Et puis, les étrangers aux alentours de 20 minutes, 21 minutes, 22 minutes, mais 24, ça fait beaucoup pour un attaquant. Et justement, on avait remarqué ça lorsque ça allait pas très bien. Du côté du coaching staff à Genève dans les matchs de la saison régulière, il y a eu des périodes un peu difficiles. On a accordé beaucoup de temps de jeu, notamment sur les powerplay. Et quand c'est des matchs heurtés, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque c'est des matchs heurtés, Genève a beaucoup la possession au powerplay. Et du coup, souvent le powerplay fait peut-être les 2 minutes ou les 1:30, les 1:45. Et du coup, le temps de jeu s'accumule. Et c'est là-dessus où il faudra qu'ils soient un peu vigilants au niveau la répartition des temps de jeu. C'est lorsque Genève a beaucoup de power play, pas trop de box play et beaucoup de jeux à 5 contre 5. Finalement, là, il faut peut-être essayer de faire tourner un peu plus l'effectif pour pouvoir, sur la durée, si on va aller chercher le titre, pas avoir des joueurs comme c'est arrivé. Vous vous rappelez la finale Zouk Genève, hein, on avait énormément de joueurs qui étaient fatigués et cramés, notamment Tom Ernest qui était complètement exténué. Et si on veut aller loin, déjà il faut passer cette série évidemment, hein, match après match, mais le temps de jeu, la répartition des temps de jeu va jouer un rôle dans le titre cette année. Alors, on va aborder maintenant la dernière série quart de finale parce qu'on va garder un petit peu de temps aussi pour parler du HC Ajoie. Berne contre Bienne. Alors, on a vu que Bienne s'était imposé sans discussion lors de la première rencontre. Victoire 4-2 hier à Berne. La question que j'avais envie de vous poser, messieurs, c'est on voit que Berne ouvre très rapidement la marque grâce à Di Domenico après 70 secondes de jeu. 80 secondes de jeu. Et puis ensuite, vous avez 3 buts très rapprochés de Bienne. Est-ce que ce sont ces 3 buts finalement qui ont donné le ton à toute la rencontre ou est-ce que finalement Bienne était quand même largement supérieur? Allez, Michael. Non. Michael. Ouais. Au hasard. Oui, alors. Berne n'a pas fait un bon, hein, c'est sûr. Après, on a eu un Bienne vraiment impressionnant. Aller jouer à Berne, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile de se faire. Je peux vous dire, hein, quand vous allez à Berne, l'objectif on dit toujours, il faut pas se prendre un goal dans les 5 premières minutes parce qu'il y a tellement de bruit. En tout cas, à une époque, hein, je peux vous dire, on allait avec Fribourg-Gotteron, c'est gros derby. On savait que si on prenait un goal les premières 5 minutes, on allait se prendre une rouste. On savait que c'est comme avec Cloton à l'époque, hein, quand il y a des grosses équipes et qu'il y avait toujours cette petite chanson là qui arrive, qui joue sur votre morale. Je peux vous dire, c'est l'horreur. À Berne, en plus, là, après 70 secondes, un goal, Bienne ne panique jamais. Vraiment, c'est juste assez hallucinant. Ils ont bien maîtrisé le match. C'était vraiment, moi, mon seul point d'interrogation que j'avais avant le match, c'était comment ils allaient être capables de gérer ce match 2. Je crois qu'ils ont levé tous les doutes. Alors encore, on ne va pas parler trop vite, mais ils confirment vraiment la saison. On se souvient vraiment de ce match où le dernier match de la saison, ils se sont menés 5-1 à Lugano, alors que Lugano avait absolument besoin de cette victoire. Et on savait très bien, on savait tous, c'est pas fini, parce que Bienne, ils ont retourné des situations cette saison juste hallucinantes. Vraiment là, ils confirment un petit peu les craintes, les doutes qu'on avait pendant la saison. Mais là, pour l'instant, ils sont en train de livrer la marchandise. Et puis, je pense que ce sera une équipe qu'il faudra prendre vraiment au sérieux pour la suite. Pas dire que Berne, c'est foutu, hein, mais ça risque d'être compliqué vu dont la façon cette équipe gère vraiment ces matchs. Donc vraiment chapeau à Bienne. Qui continue? Allez, Christian. Ouais, moi ce qui me frappe surtout, c'est que j'ai l'impression que Bienne, ils sont en mission. Il n'y a rien qui peut les arrêter, il n'y a rien qui les distrait. Ils acceptent le jeu physique, ils répondent pas. Et puis après, l'autre chose qui me choque, c'est que Vutriche versus Sateri, pour l'instant, il livre pas la marchandise. Et encore une fois, dans des matchs aussi importants, les gardiens, ils ont une telle importance. Et c'est vrai que Sateri a rien lâché, rien donné. Et Vutriche de l'autre côté. Et après, de l'autre côté, comme l'a très bien dit As, ils rentrent pas dans le jeu de Berne. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à suivre avec la vitesse de Bienne. Donc,
moi, je pensais qu'ils allaient emballer le match sur le jeu physique. Après, Dido, il a peut-être fait des erreurs aussi. Mais en tout cas, moi, je pense que ce bien-là est en mission et pour l'instant, ils sont juste impressionnants. Vraiment. Et Laurent. Ouais, alors pour rajouter certaines choses, déjà, ce qui a été vraiment compliqué pour Berne, c'est l'absence de Colton Sivior, qui était très important, qui s'est blessé lors du premier match. Le retour de Tevez en défense, du coup, Avec qui a Golubev. amené aussi quand même. Ouais, avec Golubev, mais alors Golubev, C'est ça le problème. pour moi, j'avais pas compris le premier match que Golubev soit aligné et pas Tevez. Bon, ça c'est un choix de coach, mais finalement on a vu qu'il était en grande difficulté. Ensuite, on a parlé des gardiens. Wüttrich hier, c'est 83,33% d'arrêt. La moyenne sur les deux matchs, il a 85,96 et la moyenne sur les deux matchs, Sateri, il a 96,55. Donc 10%. Avec un assist en plus. Avec un assist même sur le 4 buts. Ouais, mais 11% d'arrêt en plus, c'est tout simplement énorme. Et après, là où ils sont vraiment impressionnants, bien, c'est la transition rapide. Et puis, l'efficacité scoring, quoi. Ils sont à pratiquement 15%, sachant qu'en play-off, entre 8 et 9, c'est très, très bien. Donc, toujours aussi efficace. Et donc, hier soir, par exemple, Berne shoot 29 fois, Bienne 24. Et puis, Bienne l'emporte encore. Et c'est tous les matchs comme ça. Ils ont moins de shoot à Libye. C'est toujours construit. Ils prennent leur temps. Dans le management du puck, ils arrivent à créer ou des power plays ou des réelles chances de goal. Et pour l'instant, Berne essaye tout. L'intimidation, l'agressivité, le trash talking. Mais la vérité du terrain, c'est que Bienne est beaucoup plus fort que Berne dans tous les aspects du jeu. Et c'est une équipe qui s'est construite sur la durée, sur plusieurs saisons. Et ça se voit sur la glace. Ouais. Ça risque de se jouer très vite cette série selon vous, Michael? Bon, ça dépend. C'est Berne, c'est quand même il doit y avoir des rebondissements, je pense. Oui, c'est quand même une équipe de champions. Il y en a quand même qui ont de l'expérience, hein, des Moser, des Gerberg, des Chervey, c'est des gars qui ont 5-6 titres, Hunter Sander. Après, quitte de Di Domenico, à mon avis, il y aura un changement dès demain. Il doit y avoir un changement, hein, parce que je ne sais pas si on voulait en revenir là-dessus, mais il livre pas la marchandise. Hein, je suis désolé. Pour l'instant, il fait plus de mal à son équipe qu'autre chose. Malgré le fait qu'il ait marqué une fois, et il a eu plein de pertes de puck. Et puis au moment où tu as besoin d'émotion dans l'équipe, c'est vrai qu'il se passe toujours quelque chose. Mais là, je pense que c'est vraiment négatif ce qu'il apporte. Je suis convaincu que les joueurs de son équipe commencent à en avoir quand même marre parce qu'il coûte cher. Donc ça, c'est le seul point d'interrogation. À mon avis, il va être dans les tribunes et il devrait l'être. Mais comme je dis, il ne faut pas se mettre dans une zone de confort. Bien, je ne pense pas qu'ils vont faire cette erreur. Toujours une équipe qui est à prendre largement au sérieux. Et puis, je pense qu'il peut se passer des choses encore. Alors, Laurent, Di Domenico en tribune? Exactement. Et puis, quand Mika parle des joueurs, demandez à Lindbergh qui se retrouve mêlé dans une bagarre et puis qui se fait éclater le front. Qui rentre au vestiaire qui doit se faire poser des points parce que il s'est retrouvé à se battre parce que finalement Di Domenico a shooté sur Love. Donc voilà, moi je pense qu'au bout d'un moment t'as plus envie de te sacrifier pour ce gars-là et je crois que là ils ont plus rien à perdre, Berne. Et je crois que le coaching staff, il a tout à gagner en prenant une décision radicale, en mettant Di Domenico en tribune. Évidemment, si Sivior est disponible. On a un truc que je voudrais rajouter, c'est que pour moi, c'est peut-être le moment de rentrer le gardien étranger. Si d'un coup on met Di Domenico en tribune, Karunen, on le fait rentrer parce que Wüttrich, on n'a pas parlé de ça, mais le premier goal à Bienne, il est pour lui. Le premier goal hier, l'égalisation, il est pour lui, c'est le même. Sous le bras là. Donc peut-être que c'est en enlevant un étranger comme Di Domenico et en mettant Karunen à la place. C'est ce que j'allais vous dire, Christian. En mettant Karunen, ça amènerait peut-être un renouveau dans cette équipe et aussi tous les joueurs sont avec toi après parce que tu sors Di Domenico qui agace profondément son équipe. On se rappelle que quelques matchs auparavant, Chervey s'était extrêmement agacé et l'avait repris sur le banc en lui gueulant dessus. Et c'est rare de voir Chervey gueuler sur un coéquipier. Donc, c'est qu'il y a vraiment un profond agacement. Et là, le coaching staff joue un petit peu sa survie et sa continuité dans les playoffs avec ce choix-là. Ouais, Christian Protis, c'était un petit peu votre option, ça. Karunen devant les filets et Di Domenico en tribune. Non, mais surtout, il y a deux choses. Alors, moi, je mettrais effectivement Karunen.
Et franchement, ça me fait mal au ventre pour Wüttrich parce que c'est pas bon pour le hockey suisse, parce que si tu as un gardien suisse qui se loupe en play-off, la facilité, c'est d'aller chercher un étranger l'année prochaine. J'espère vraiment que ce soit pas le cas. Et l'autre chose, Stoderholm, s'il doit se réveiller là, dans son dido, là, il faut le bencher, stop. Parce que Laurent l'a très bien dit, pour que Chervet pète un plomb sur son propre joueur, il va beaucoup trop loin. Et puis là, ça devient... Le problème, c'est que ça devient le show d'Ido. Et ça doit pas être le show d'Ido, ça doit être la qualification de Berne. Et là, c'est pas possible. Messieurs, il nous reste encore rapidement, parce que là, on va déjà dépasser l'heure d'émission bientôt. Il nous reste deux rencontres quand même à évoquer rapidement. Je voudrais quand même, je tire simplement le constat. On en est à 2-0 pour Langnau contre Ajoie. 3e match à suivre à Lille-Fils. Qu'est-ce que ça suscite comme commentaire, Laurent? Moi, je reprends ce qu'a dit Lucas. La profonde différence, c'est les étrangers. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Sur le match hier soir, Brennan, il est à 27-11, Hazen à 24, De Vos à 24-40, Gauthier à 23, Asselin à 23 et Le Duc à 24. Et c'est 0 goal depuis 144 minutes. Donc ça, c'est un vrai problème. Quand on regarde l'équipe en face, on a parlé un petit peu déjà 2 goals en powerplay qui font la différence à des moments très importants des matchs, les 2 matchs qu'ils ont joués. C'est pratiquement 9% d'efficacité scoring, 40% en powerplay, 100% en boxplay, un gardien qui est à 100%. Donc, et aux engagements, c'était la grande force d'Ajoie qui était 5e de la ligue. Ils perdent 51-49. Donc, dans tous les secteurs de jeu importants, Langnau fait la différence, et au niveau des individualités, donc au niveau des étrangers, on fait la différence aussi. Et je vais même plus loin dans ma réflexion, c'est que si demain ils perdent le match 3, je pense que ça va se finir rapidement en 4. Et puis si en plus ils continuent à être si peu efficaces, ils arrivent dans le match de la relégation contre le vainqueur de la Swiss League avec un taux 0 de confiance. Et je dirais même plus loin, c'est qu'ils sont même outsiders pour cette série-là. Parce que là, tu as la confiance qui est à 0-0. Et là, c'est vraiment très, très inquiétant. Et le match de demain, il est plus important qu'un point en play-out. Le match de demain, il va révéler si tu vas être capable de te maintenir ou pas au niveau mental, surtout. Donc là, le match de demain, il a une importance. Donc là, le coaching staff doit faire un boulot avec cette équipe et avec ses joueurs. Et toute la saison, on a dit oui, les étrangers, ils ont des bonnes stats. Je suis désolé, on avait mis en avant Hazen et moi le premier. Là, Hazen, pour l'instant, il est à côté de ses patins. Il n'a pas marqué depuis 15 matchs, pardon. C'est insuffisant et c'est à ce niveau-là, parce que le niveau des joueurs suisses, il y a plus d'expérience du côté de Langnau, mais si tes étrangers ils arrivent à performer avec ce que tu leur donnes, surtout c'est ce que tu leur donnes en temps de jeu, tu dois gagner des matchs. Mais le match 3, il va être décisif pour la saison d'Ajoie. On a entendu Christian Ponty feuilleter son bottin téléphonique de statistiques. On entend beaucoup vos papiers, Christian, aujourd'hui. Donc, j'espère que... Attends, Christian, j'espère que la nuit, tu bouges pas autant, parce que, dis donc... Non, bon, déjà, j'ai une réponse à Monsieur Ducaro. Oui. Ça veut dire que quand on commence une série avec un gardien, on la finit pas. Ouais. Déjà, premièrement, parce qu'on en parlait aux dernières émissions, donc je sais pas si tu as remarqué, Philippe, que ils ont changé les gardiens, ils ont mis Wolf. Alors, on fait quoi? On remet Tchatcho demain? Attends, j'ai pas fini. Ce que je veux simplement dire, c'est que pour l'instant, on a un Bolthauser qui est à 100% sur 2 matchs. Ouais. Donc déjà ça, très important, on n'en parle même pas. Ensuite, je voudrais quand même juste dire que premier goal sur le pipi, Holström, deuxième goal, Ekin. Ekin, c'était un blessé qui avait fini sa saison. Holström, c'est un gars qu'on a trouvé 24 heures avant la fermeture des transferts pour les étrangers. Donc juste pour dire que Langnau, c'est quand même très fort parce que Holström, c'était un gars qui avait 42 points en Suède. Donc c'est un sacré client, il fallait le trouver en 24 heures, respect là-dessus. Ensuite, moi, ce que je vais dire aussi, pour revenir à propos des stats, c'est vrai que, alors Laurent, il a parlé des stats des joueurs d'Ajoie. Moi, j'ai regardé les étrangers de Langnau. Ils ont en moyenne, il y a un seul joueur à Langnau, c'est Ekin, qui a plus de 21 minutes. Autrement, ils sont à 15, 12, 17, 18, 13. Donc, il y a une gestion qui est vraiment juste parfaite. Et la même chose du temps de glace. Et après, je me suis amusé à regarder les quatrièmes blocs. Donc, quatrième bloc du côté d'Ajoie, c'est Vuyamo 5,24, Maca 4,40, Arnold 5,25. J'induis toujours le 13e attaquant qui est De Roong, en gros, il a 7 minutes. Et puis de l'autre côté, c'est Salzgeber 7,34, Douai 8,13 et 9,26. Ça veut dire que ils ont entre 2 et 3 minutes de plus. Ça veut dire, en gros, ça fait quasiment
6 chiffres de plus à 30-40 secondes le chiffre. Oui. Ça veut juste dire que Paterlini est en train de donner une leçon de coaching à Vauclair. Et l'autre chose, moi, j'ai écouté l'interview de Vauclair, il était pas bien et résigné. Et ça, c'est pas bon au niveau du message, parce que autant ils ont fait juste pendant un bon moment. Moi, je l'ai dit depuis le début de la saison, enfin pas de la saison, depuis le début des play-outs, pardon. J'ai dit, je pense que les étrangers de Langnau sont plus forts, et ils sont en train de le prouver, et en plus ils jouent moins, avec un gardien qui est à 100%. Ouais. C'est très compliqué quand ça part comme ça. Juste avant de donner la parole à Mika, Oui. Tim Wolf, hier, c'est 93, Le pauvre Mika. pratiquement 94% d'arrêt. Hein. Ouais. Il a fait un bon match, Tim Wolf, hier. Ouais. Michael Ngoy qui s'est déjà exprimé Ouais. sur le sujet mais tout à c'est l'heure, pas le mais qui gardien veut. de problème en plus. Voilà, Michael, allez, une petite précision alors- encore et après on va passer à la série entre la Chaux-de-Fonds et Oui, Holton. alors, vite fait, forcément, les étrangers d'Ajoie, ils vont jouer beaucoup plus, c'est sûr, parce que si on voit la profondeur de banc aussi, on a des 3-4e lignes, des Rossi, des Diem Nolan, des Florent Douai. C'est des gars qui sont capables de jouer en Liga, c'est des gars qui sont capables de marquer, donc forcément, le Berger. est plus dilué. On regarde Ajoie, j'adore cette équipe, mais à part les étrangers qui ont eu une plus ou moins bonne saison, derrière, ça reste difficile, donc forcément on essaye de survivre. Ajoie marque pas, donc forcément il peut pas faire tourner son roster à 4 lignes, donc c'est plus difficile. Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à 2 semaines avant la fin du championnat, Langnau c'était comme une équipe qui avait l'espoir de se qualifier pour les pré-playoffs. Hein. Donc je veux dire, sur le papier, Langnau est plus fort. Langnau n'a jamais été en crise pendant toute la saison, parce que toute la saison ils ont bien été classés. Il y a eu un petit coup de mou, mais jusqu'à il y a pas longtemps, à la fin du championnat, ils étaient encore en course. Ils ont fait Avec Lausanne. très honnête, donc vraiment cette équipe est en dessus. Et pour l'instant, le score est tout à fait logique. Oui. Moi, ce que je retiens encore pour conclure, c'est la déclaration de Julien Vauclair qui a dit « Je n'ai rien à reprocher à mon équipe ». Alors moi, je vais prendre ça comme étant aucun reproche au niveau de l'engagement du collectif. Par contre, il y a des individualités, effectivement, qui devraient peut-être se mettre un petit peu plus en évidence. Messieurs, vite un petit mot sur la finale de Swiss League. La Chaux-de-Fonds qui s'en est sortie, mais alors par les poils contre Holton en gagnant 3-2 en prolongation après avoir été mené 0-2. C'est peut-être là, justement, il faut voir toute la force du HC La Chaux-de-Fonds cette saison. Christian ? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça va être très disputé, parce qu'ils sont passés très points. Mais en fait, moi, j'ai pas vu le match, mais l'impression que ça me donnait, c'est que même qu'ils perdaient 2-0, ils n'ont pas paniqué. La bonne nouvelle aussi, c'est que la patinoire était pleine, le soutien est incroyable. C'est une équipe assez physique. Et puis, moi, je crois que Holton, c'est vraiment un gros client. Donc, revenir à 2-0 pour gagner 3-2, je pense qu'en termes d'euphorie pour le vestiaire, ça doit être juste magnifique. Maintenant, on va voir ce qui se passe du côté d'Holton, mais peut-être aussi qu'il faut préciser une chose, c'est que c'est pas anodin que Chaux-de-Fonds ait fini premier. L'avantage de la glace, ça pourrait être décisif dans cette série. Ouais. Rapidement, Mickaël, parce que je crois que vous avez des rendez-vous là. Il va falloir qu'on active la fin de cette émission. Non, vite fait. Moi, j'ai pas regardé le match, hein, mais de ce que j'ai pu lire, c'était pas un gros début de match, mais finalement, quand tu es une équipe qui a surfé sur le succès toute la saison, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe cette année à Chaux-de-Fonds, et que tu arrives à renverser n'importe quelle situation quand tu es en confiance comme ça, d'aller gagner à Chaux-de-Fonds avec une patinoire vraiment en feu, ça va être vraiment difficile pour Holton. Mais il faudra aller jusqu'au bout. Ça va être super serré. Je connais pas assez vraiment les joueurs pour avoir une analyse plus profonde que ça, mais je pense que d'aller à gagner à Chaux-de-Fonds, ça va être très difficile. Ça va pas se jouer en 4 matchs, ça c'est sûr, mais ça risque d'être vraiment intéressant, et j'aimerais pas être l'équipe qui va jouer contre une de ces deux équipes pour le barrage, hein, parce que ça risque d'être très compliqué. Et Laurent, 32 tirs à 28 pour la Chaux-de-Fonds. Ouais, exactement. Et puis, mais surtout, ce qu'on doit corriger moi, j'ai regardé le match. Ce qu'on doit corriger du côté de Chaux-de-Fonds, c'est les nombreux turnovers. Il y a eu beaucoup de surnombres sur des pucks qui sont pas sortis à la ligne bleue. Ça a permis d'avoir des 2 contre 1, beaucoup de shoots. Osloon a fait 93% d'arrêt, donc il a fait un gros match. Mais c'est surtout la façon de revenir dans le match. Et puis le goal en powerplay en OT de Tom Anderson a été juste splendide. Le HCC sur ce match-là, c'est 25% en powerplay, donc c'est très très bon. C'est 9,38 en effective scoring.
et 51% au face-off. Donc voilà, c'est comme ça que tu gagnes des matchs. Les équipes sont très proches. Juste ce que je peux rajouter, c'est que vraiment pour Chaux-de-Fonds, va falloir régler ces petits problèmes défensifs. On a perdu beaucoup de pucks dans les zones sensibles au niveau des oreilles là. Et là, si tu vas être sanctionné à Holton parce qu'il y a beaucoup d'ambiance et les joueurs sont survoltés, mais moi je reste persuadé que sur le contingent, sur la qualité et sur la saison qu'ils viennent faire avec l'avantage de la glace, ils peuvent vraiment gagner cette série. Voilà, messieurs, on a fait un petit peu le tour du problème concernant les matchs de la soirée. Je vais tous vous libérer parce que Laurent, il a un match sur le feu. Il y a les rendez-vous de Michael, il y a les rendez-vous aussi de Christian. On a plein de matchs à aller voir en télévision aussi en desk ce soir pour le site planethockey.com. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission que vous pouvez retrouver en rediffusion dès 20h. N'oubliez pas que le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux. J'attendais quand même votre réponse. Je rappelle également qu'on a un club roman qui pourrait devenir champion suisse, mais c'est en U20 top avec Valis contre les TTC Lions. Ça y mène 2-1. Si vous avez quelque chose à faire ce soir du côté de Zurich, allez voir le match. Peut-être que l'on verra un titre roman. Voilà pour cette émission. Donc on se retrouve en diffusion à 20h. Le prochain premier bloc, ce sera lundi. Toujours, cette fois-ci à partir de 18h déjà, où nous reviendrons bien entendu sur les matchs du week-end. Merci messieurs, excellente fin de soirée à toutes et à tous, et à bientôt. Merci. Et vive le hockey roman. Allez, bye bye.